Bonsoir. Ça fait très plaisir d'être avec vous. C'est le dernier cabinet public de l'année. Après avoir exploré plein de choses dans ces différentes soirées, je me demandais par quoi terminer, en fait, pour cette année-là. Et j'avais envie de vous proposer quelque chose, c'est peut-être de partir d'une idée qui est toute simple. C'est de se demander, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on vient à l'hypnose? Je pourrais vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu là? J'imagine qu'il y aura des histoires assez variées. J'ai l'impression en tout cas qu'on ne vient pas à l'hypnose complètement par hasard, à part les 2-3 personnes peut-être qui ont été entraînées par leur moitié ce soir, ça peut arriver. Mais il me semble en tout cas que ça soit quand on va faire une séance d'hypnose, il y a sans doute ici des gens qui ont déjà vécu des séances d'hypnose, ou quand on va apprendre l'hypnose, ou quand on va peut-être lire sur l'hypnose, il y a déjà quelque chose un peu bizarre, non, à faire ça? Non? Vous avez osé dire à des gens que vous veniez à une soirée sur l'hypnose? En tout cas, je pense qu'il y a une démarche qui est assez particulière. Et en même temps, il me semble, parce que c'est des questions que je pose notamment à beaucoup de personnes qui se forment à l'hypnose, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu là? Et en fait, très souvent, c'est assez difficile à expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu envie d'apprendre quelque chose ou de vivre une expérience comme celle-là? Je pense qu'on en a une intuition, mais que même cette intuition, elle n'est pas très précise. Souvent, les gens ressentent une curiosité, ils ressentent aussi plein de questions autour de ça. Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible? C'est la fameuse question, est-ce que je suis hypnotisable? En fait, derrière ça, j'aimerais bien que ça marche, mais quand même, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment faire de l'hypnose? Ou est-ce que c'est un truc un peu bizarre? Est-ce que c'est juste dans les livres? Est-ce que c'est quelque chose qui reste un peu virtuel comme ça? Et si je prends un peu plus précisément ce qui se passe dans les cabinets d'hypnose, où les gens viennent souvent parce qu'ils ont une difficulté, mais là aussi on pourrait se dire, quelqu'un qui a une difficulté aujourd'hui pourrait très bien aller voir, je sais pas moi, un thérapeute de tous bords, parce qu'il y a plein de spécialités différentes dans la thérapie, ou le coaching, ou d'autres choses comme ça. Pourquoi venir spécifiquement à l'hypnose? Et je crois que la réponse, c'est qu'on sent bien que dans cette discipline-là, il va se passer quelque chose qui va vraiment nous sortir de notre monde ordinaire. Je ne sais pas si ça vous parle. On se dit, tiens, je pourrais faire une analyse, mais ça va être très mental peut-être, même s'il peut se passer plus de choses que ça. Je pourrais peut-être faire un travail, je sais pas, de gestalt, ou je pourrais faire peut-être de l'analyse transactionnelle, ou je pourrais faire des choses comme ça, mais peut-être qu'avec l'hypnose, il va se passer quelque chose. Bienvenue. Et il me semble qu'une partie de la réponse à la question qu'est-ce qu'on vient chercher avec l'hypnose, c'est que justement, on vient chercher l'inattendu. Et je voulais commencer un petit peu avec ça, avec cette idée que, en fait, l'hypnose aujourd'hui, elle est dans plein d'endroits dans notre monde, sans vraiment qu'on s'en aperçoive. Il y a beaucoup de gens pour qui la chose principale va être d'hypnotiser un maximum de personnes. Par exemple, je ne sais pas combien de temps vous avez passé aujourd'hui à scroller sur votre téléphone. C'est la forme d'hypnose la plus répandue aujourd'hui. Il y a des gens qui se torturent l'esprit pour se demander comment faire en sorte qu'une personne reste quelques instants de plus encore, qu'elle scrolle encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Cette hypnose-là, je crois qu'à peu près tout le monde y est soumis aujourd'hui. Mais à aucun moment, elle s'est montrée comme étant de l'hypnose. Puis il y en a plein d'autres formes, des hypnoses. Je prends celle-là parce qu'elle est assez invisible. Enfin, elle est assez invisible. On ne se dit pas que c'est de l'hypnose, en fait. Mais ça correspond exactement à la définition de l'hypnose. On vient capter l'attention de quelqu'un, puis on vient la conduire et l'amener quelque part. On peut le faire pour faire rêver quelqu'un. C'est ce que va faire un cinéaste, c'est ce que va faire un écrivain. Il va prendre l'attention de quelqu'un, puis il va lui dire, viens, on va dans un monde. Et dans ce monde-là, il y a d'autres règles. Et du coup, si on va au cinéma puis qu'on nous dit, dans ce monde-là, il y a d'autres règles, dans ce monde-là, on est capable d'aller sur Mars, je ne sais pas, ou alors on est au XVe siècle, eh bien, on va rentrer dans les règles qui nous sont proposées, puis on va vivre quelque chose autour de ça. À l'hôpital, si quelqu'un nous dit, moi je fais de l'hypnose par exemple, imaginons on est sur le bloc opératoire et je te dis, je vais t'amener dans un monde où la douleur n'existe pas. Et ce qu'on a mis longtemps à comprendre, c'est que c'est exactement le même processus. Celui qui nous fait scroller sur le téléphone, qui fait qu'on oublie notre corps aussi, hein, et même parfois ses besoins. Le même processus qui fait qu'on rentre dans un livre et que tout d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre à nous. Et c'est le même processus qui fait qu'on peut suspendre la perception d'une douleur ou faire d'autres choses qu'on va peut-être explorer un petit peu ce soir, mais en tout cas, l'idée d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il me semble que l'hypnose qu'on fait en cabinet, c'est une sorte de contre-hypnose. C'est comme si on venait contrer l'hypnose de la société. On est entouré d'hypnose tout le temps. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement présent avec la publicité, avec des médias, avec tout ça. Et en fait, tout ça nous divertit un peu de nous-mêmes.
Et je crois qu'on va chercher dans l'hypnose quelque chose qui nous ramène vers nous, comme une anti-hypnose du quotidien, comme quelque chose qui nous ramène vers notre centre. Puis il y a une deuxième notion, puis je voulais qu'on explore un petit peu avec ça là, dans les prochaines minutes. Je crois aussi qu'il y a un besoin qui est très très fort, c'est un besoin de rêver. Et il me semble qu'il est encore plus fort dans un monde qui a été un peu désenchanté. Il me semble qu'avec un monde qui est devenu très rationnel, où on comprend beaucoup de choses, et on le voit de plus en plus avec un besoin de retourner vers de l'irrationnel, un besoin de retourner, alors sous toutes ses formes. Hein. L'irrationnel, ça commence avec de la création artistique, c'est pas forcément des choses très ésotériques et tout ça, mais ça peut aller vers ça aussi. Mais en tout cas, besoin d'avoir des espaces où on s'autorise à pas comprendre, où on s'autorise à sortir des règles, avoir des espaces où on sort de ce qu'on croit savoir pour aller explorer d'autres choses. Il me semble que c'est encore plus important aujourd'hui dans une société qui est aussi cadrée que ça. Et je pensais à une anecdote que me racontait un ami magicien il y a quelques jours, où il me disait qu'il avait fait une sorte de tour un peu du monde comme ça, de plein de pays différents pour voir un peu les magiciens de par le monde. Alors je ne sais pas si vous savez, hein, la magie au sens où nous on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire les prestidigitateurs, ça n'existe pas dans toutes les cultures. Il y a des cultures où c'est très confondu avec des activités magiques, mais au sens rituel, au sens on va faire apparaître quelque chose, on va faire le même tour de prestidigitation, mais on va le faire sous couvert de quelque chose qui va être spirituel ou lors de la guérison. On pense à des gens par exemple qui vont cacher des choses dans leurs mains pour les faire apparaître au dernier moment, mais dire voilà, ça c'est l'oracle qui parle ou quelque chose comme ça. Donc il y a des cultures où c'est plutôt ça. Et il me dit aussi que c'est assez étrange parce qu'il y a des cultures où des choses qui nous semblent vraiment magiques, ça étonne personne. Par exemple, il me racontait que ça lui arrivait de faire des tours de lévitation, par exemple une carte à jouer, vous voyez un peu ce que font les magiciens, une carte à jouer qui commence à léviter. Bon, bah, si vous montrez ça à un occidental, alors ça dépend de son âge. Il y a un âge où il va faire « T'as des pouvoirs ?» Il y a un âge où il va faire « C'est génial, mais je ne comprends pas comment tu fais. » Parce qu'on va se dire « Tiens, il y a un présupposé, c'est que je devrais comprendre comment il fait, mais le tour est tellement bien fait que je ne le vois pas. » Et vous avez remarqué, en Occident, on aime bien essayer de comprendre pourquoi. Et ce magicien me racontait que dans plein de pays, en fait, les gens s'en fichaient complètement de comprendre pourquoi. Ils voulaient juste être étonnés. Et que ça, c'est vraiment très très propre à notre culture, d'essayer tout de suite de comprendre. Et là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui comprennent parce qu'ils ont peur de se faire un peu arnaquer. Ils disent « t'essaies de me faire croire que t'as des pouvoirs, mais... » Pas spécialement, mais en tout cas, j'ai une petite peur peut-être je me dis que j'aimerais bien comprendre, il y a forcément un truc qui m'échappe. Et puis aussi, ce petit vertige qu'on ressent devant de la magie, où il y a toujours en nous peut-être une part qui se dit et si c'était vrai? Et si il se passait vraiment quelque chose? C'est là qu'arrive l'émerveillement en général. C'est le moment où notre attention elle est suspendue, il y a un doute qui se crée. Et même si on sait très bien que l'autre s'est entraîné pendant des centaines d'heures pour faire le tour, le fait qu'il suspende notre attention, le fait qu'il nous émerveille, ça ouvre quelque chose. Et du coup, dans pas mal de pays, en fait, il y a des personnes qui vont faire ça comme étant un premier pas pour ensuite aller vivre un autre phénomène plus intérieur après. Alors, je vais faire apparaître quelque chose pour suspendre l'attention, puis après je vais dire, et maintenant on va faire autre chose. Et cette autre chose-là n'est plus un tour de magie, mais quelque chose que nous on appellerait hypnose. Alors, il me semble qu'on peut essayer de réunir un petit peu les deux. Il y a des moments, par exemple, où on est dans des états de conscience qui sont pas tout à fait nos états ordinaires. Enfin, je ne sais pas si vous sauriez, par exemple, noter votre état de conscience. Est-ce qu'il est ordinaire ou pas? C'est pas facile hein, comme question. Si vous croisez quelqu'un le matin en disant « Est-ce que tu es normal aujourd'hui ?» En fait, ça veut rien dire. On dirait par rapport à quoi? Aujourd'hui, je suis en forme, aujourd'hui, je suis fatigué, aujourd'hui, je suis concentré, aujourd'hui, j'ai un peu de stress parce qu'il se passe un truc important. On s'apercevrait qu'il n'y a pas vraiment d'état normal, déjà, si on se posait cette question. Puis après, si on commençait à faire douter un petit peu quelqu'un de son état, dans quel état une personne peut être, par exemple. Est-ce que tu es dans ton état normal, toi, par exemple? Moins, là. Moins. Ça a commencé comment? Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes? Tu sens plus dans le corps ou dans tes pensées qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal? Dans les pensées. Dans les pensées, ok. Avant que ça vienne au corps, tu crois que ça va se propager par une sensation ou par une émotion? De la joie et une émotion. De la joie. On veut faire une petite expérience ensemble? Volontiers. Ah, attends, reste là, je peux prendre ton poignet comme ça? D'accord. Combien pèse ton bras, à ton avis? J'en ai aucune idée. D'accord. Au moins 1 kilo? Ouais. D'accord. En tout cas, il n'y a aucune raison pour qu'il flotte en l'air tout seul. Oui, d'accord. D'accord. Il n'y a aucune raison non plus pour qu'il commence à se mettre à bouger tout seul. Normalement, c'est toi qui le pilotes. Oui, d'accord. S'il commençait à partir un peu sur le côté, comme ça, comme si il suivait cette direction, ça serait très étrange, non? Tu vois, c'est ça qui est chouette, c'est quand on ouvre une brèche entre le normal et le pas normal.
pas habituel. S'il commence à y avoir un engourdissement dans cette main et dans ce poignet, dans les phalanges, un engourdissement qui fait qu'il y a une sensation très 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 engourdie et très 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 endormie dans cette main. C'est assez étrange, non? Tu sens que la main devient engourdie et endormie? Totalement. Tu sais que ça se propage? Parce que si je rapproche la main du visage, l'engourdissement et l'endormissement vont se propager aussi vers le visage. Déjà, quand la main s'approche, ça le fait un peu. Mais alors, quand la main va toucher le visage, tu vas avoir l'impression de descendre très, très, très profondément. Dans un état très, très joyeux et très, très agréable. C'est tellement joyeux et agréable que ça pourrait donner ce qu'on appelle un fou rire hypnotique. Et j'aimerais que tu te connectes à quelque chose qui serait vraiment très très bon pour toi aujourd'hui et puis dans les prochains temps. Quelque chose qui pourrait vraiment t'être utile, t'aider, te faire du bien. Une émotion très très belle qui va grandir et grandir à l'intérieur. Et il y a un moment où cette main elle va redescendre un peu toute seule. Toi tu vas avoir l'impression que c'est comme un petit trajet de retour, mais tu vas rester connecté à cette émotion. Elle va rester autant de temps que tu le souhaites. Peut-être toute la soirée, un petit peu plus. Ce qui est drôle, c'est que ta main, elle n'est pas du tout en train de redescendre. Je suis bien. À un moment, tu pourras la récupérer en tout cas. Il y a des gens qui restent quelques heures comme ça. Ce qui est chouette, c'est que, alors, je ne sais pas si vous pourrez faire l'expérience, tenir 10 minutes comme ça, c'est très complexe, en fait, dans un niveau conscient. Mais en hypnose, parfois les gens ne se rendent pas compte, on les laisse comme ça pendant longtemps. Ouais, je vois que... T'as remarqué que t'as un doigt qui bouge un peu tout seul? Ouais. Ouais, ok. Non mais tout va bien alors. Ce que je trouve assez joli quand on fait des petites expériences comme ça, c'est qu'on peut vraiment retrouver quelque chose de très joueur, en fait, dans ces expériences. Il y a, je crois, dans notre éducation, je ne sais pas vous, comment vous avez grandi, ça dépend des parents que vous avez eus, mais il me semble que pour beaucoup de parents, mes parents, que j'aime beaucoup, étaient un peu comme ça, ils me disaient, il ne faut pas trop rêver non plus. En gros, il y avait un sous-entendu qui était être rêveur, c'est pas forcément l'idéal dans notre société. Et je pense que ça pourrait être vrai en plus. Je ne suis pas sûr qu'être rêveur soit l'idéal dans notre société actuelle. C'est peut-être pas toujours le plus simple à vivre, en tout cas, d'être très rêveur. Alors moi, comme j'étais très rêveur, du coup, je me disais, oh là là, ça va être compliqué. Et en même temps, je trouve ça vraiment dommage parce que je sais que j'ai fini par me forcer à l'être un peu moins. En tout cas, temporairement. Après, l'hypnose m'a aidé à y revenir très vite. Mais heureusement que j'ai rencontré l'hypnose, parce que je pense que sinon, j'aurais fait, je crois, comme beaucoup de monde, j'aurais peut-être censuré un peu cette partie qui rêve en me disant que, bah oui, c'est vrai que pour faire des mathématiques, peut-être qu'à haut niveau, il faut beaucoup rêver, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut plutôt être concentré. Il faut être présent à ce qui se passe. Et encore, si on m'avait appris à juste être présent à ce qui se passe, ça aurait été bien, mais il n'y avait même pas forcément l'idée de à quoi il fallait être présent. Et puis, à aucun moment, on dit à un enfant comment être présent à son corps, par exemple, à ses ressentis, à ses instincts, à ce qui est bon ou pas bon pour lui, ou des choses comme ça. C'est très mental, nos apprentissages. Et il y a des moments, par contre, où dans la vie, il y a quelque chose qui a vraiment envie de nous faire revenir vers une partie un peu plus libre, un peu plus artistique, un petit peu plus joueuse. Et je crois qu'avec l'hypnose, on ouvre un peu cette porte-là. Les cabinets de thérapie sont remplis de gens qui ont appris à être trop sérieux. Et ce qui est drôle, c'est que même quand ils viennent en thérapie, ils sont avec ce petit doute-là, mais ça va marcher. Et puis souvent, ça donne envie de jouer quand ils nous demandent si ça va marcher, parce qu'on leur dit non, non. Bah non, ça va pas marcher, ça serait trop facile. Vous imaginez si quelqu'un pouvait rentrer en hypnose comme ça? Puis je crois aussi que, et là c'est peut-être aussi un peu comme ça, même si on est un peu plus nombreux, mais dans un cabinet de thérapie, il me semble que quand les gens arrivent, c'est comme s'il y avait un truc en eux qui disait « Ok, là, tout est possible ». Je suis en dehors de mon monde, il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui me connaît, je suis avec un type qui en plus est un hypnotiseur, il doit être habitué à voir des choses bizarres. J'ai le droit de tout dire, j'ai le droit de tout faire, j'ai le droit d'être n'importe quoi, parce que de toute façon, quand la porte se refermera, ça n'existera plus. C'est un non-lieu, c'est un espace qui existe en dehors du temps, et de tout ce que je connais. Et cette suspension-là aussi, elle est vraiment importante. Dans les temps anciens, les gens allaient voir le sorcier au coin du village, un peu à l'extérieur, comme ça, en disant « personne ne va me voir, je vais voir le type bizarre à l'extérieur, ou la sorcière ou le sorcier, c'était les deux ». Et à cet endroit-là, il peut se passer un truc bizarre, je peux le vivre, et quand je reviendrai, eh ben, ça pourra légitimer quelque chose, par exemple que j'ai changé. Je suis allé voir cette personne et je reviens,
Alors ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Ah bah, j'ai arrêté de fumer. Ah, t'as arrêté de fumer? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de l'hypnose. J'ai vu quelqu'un de bizarre, qui m'a fait faire des trucs bizarres. Et donc depuis, c'est tout à fait normal que j'ai arrêté. Avant, j'étais en retard, et depuis, j'arrive à... j'arrive à l'heure à chaque fois. C'est un truc qui va... Attention, il y a quand même des caméras. Il y a toujours une partie de nous, en tout cas, qui a envie de se raconter une histoire. J'aimerais bien vous proposer une petite expérience collective, ça vous tente? Ce qu'on vient de faire là, tu t'appelles comment? Gilles. Gilles. Ce qu'on vient de faire là, avec Gilles, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Et peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose, ça peut paraître assez étonnant que ça puisse aller très vite comme ça. Et en même temps, on a souvent, en fait, quand on vit de l'hypnose, une première étape qui est très simple. On va juste s'autoriser à imaginer quelque chose. Parce qu'en fait, le vrai magicien, on le connaît tous, c'est notre cerveau. C'est lui qui nous hypnotise en permanence. Soit tout seul, hein, quelquefois, soit alimenté par autre chose, mais quand on se perd dans nos pensées, quand on rêve la nuit, quand on est plongé dans quelque chose qu'on vit, puis aussi quand on a des choses qui se font automatiquement. Tu sais, tous les gens qui ont des compulsions, par exemple, c'est automatique, ça se fait tout seul. Ben, c'est pas eux qui le font, c'est bien leur cerveau qui va créer quelque chose. Ben, c'est vraiment notre cerveau qui est une sorte de chef d'orchestre magicien, comme ça, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que quand on fait l'hypnose, on vient essayer de jouer avec lui, mais de jouer avec son jeu à lui, de rentrer en symbiose avec lui. Et ce cerveau qui est assez étrange dans son fonctionnement, quand on commence à jouer avec lui, il est capable de nous emmener dans des terrains qui sont assez étonnants. Alors cette expérience qu'on va faire, on va la faire en 2 temps. Premier temps, ce que je vais vous proposer, ça va être de mettre vos mains comme ça. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait là. Ça fait très séance de magnétisme de... On est au XVIIIe siècle, avec Mesmer. Vous allez sentir un fluide magnétique entre vos mains. C'est vraiment ce qu'on croyait à l'époque. Vous allez même le sentir là peut-être. Enfin, vous allez sentir un truc, je ne sais pas si c'est du fluide magnétique. Mais je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer qu'il y a une sensation justement entre vos mains, comme si l'air était un peu plus épais, un peu plus chaud. Puis vous allez même sentir que ça crée comme une attirance, comme si les mains étaient 2 pôles qui venaient être attirés l'un vers l'autre. Et vous allez sentir que vos mains commencent à s'approcher l'une de l'autre. Imaginez, et c'est vraiment ça la clé, imaginez qu'il y a quelque chose qui attire vos mains l'une vers l'autre. Et on sait tous comment imaginer. Et c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour que cette imagination agisse sur votre corps. On le fait tout le temps, quand on imagine un truc qui nous fait rire et qu'on sourit, quand on repense à quelqu'un qu'on aime et qu'il se passe un truc au niveau du cœur, quand on est en train de repenser à quelque chose qui nous stresse un peu, puis qu'on sent que ça se tend un peu à l'intérieur, c'est toujours ça qu'on fait. On imagine et l'imagination agit sur le corps. Et ça reste un des grands mystères. Pourquoi? Il y a quelque chose qui transforme l'imagination en réalité. Les mains sont de plus en plus attirées l'une par l'autre. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on apprend dans certaines disciplines avec l'hypnose. Si on prenait un cours de surf et que je vous disais qu'il s'agissait de rester en équilibre sur une planche et de sentir le mouvement des vagues, on serait très très proche de ce qu'il faut sentir pour entrer en hypnose. Il faut à la fois faire et ne pas faire. Imaginer et laisser faire. Désirer et s'abandonner. Et il y a plein d'endroits dans votre vie où vous avez sans doute senti qu'il y a ce paradoxe. Et quand on trouve le bon alignement avec ce paradoxe, il se passe quelque chose d'assez merveilleux. On a tous des moyens d'atteindre cet état d'équilibre. Souvent par nos passions. Quelqu'un qui est passionné de danse, il le vit en dansant. Quelqu'un qui est passionné de littérature en lisant. Quelqu'un qui est passionné de musique en jouant ou en écoutant de la musique. On le vit parfois quand on goûte quelque chose de succulent. On le vit parfois quand on rencontre une personne importante. On est là et on n'est pas là. On laisse faire et ça se fait. On s'autorise et en même temps, tout est juste. Et les mains se rapprochent encore un peu plus. Elles sont déjà en contact pour certaines personnes, elles continuent leur chemin pour d'autres, parce que chacun y va à son rythme. Bien sûr, à tout moment, on pourrait reprendre le contrôle.
Parce qu'on ne l'a jamais perdu. La question du contrôle est une fausse question. On ne perd jamais le contrôle. Pas plus que quand on marche, pas plus que quand on rêve. La question c'est, qu'est-ce que je laisse faire en moi? Et puis la deuxième étape, elle va peut-être pas tout à fait concerner tout le monde, ça va dépendre de ce que vous ressentez. Mais elle peut préparer la suite pour certains. Il y a l'une de vos mains qui va paraître plus légère que l'autre. Peut-être que les mains se touchent déjà ou non, et ce n'est pas très important pour cette étape-là. L'une des mains va devenir plus légère et vous allez avoir la sensation qu'elle est comme attirée vers le haut. Tout doucement. Puis peut-être que vous vivez dans votre vie en ce moment, dans vos sensations, dans votre vie personnelle ou professionnelle, quelque chose qui pose question, peut-être quelque chose de difficile, peut-être quelque chose qui est comme une étape. Ça peut être différent pour chaque personne. Et ce que j'aimerais, c'est que votre main se rapproche d'une partie de votre corps qui a tendance à prendre ce qui se passe, qui a tendance à réagir à ce qui se passe. Peut-être que la main va se rapprocher du cœur, peut-être qu'elle va se rapprocher du ventre, de la tête. C'est très symbolique. Au fur et à mesure qu'elle va faire ce trajet-là, pour ceux pour qui elle le fait, vous allez sans doute sentir que vous vous connectez à quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui a du sens pour vous. Peut-être qu'il va y avoir une émotion, peut-être qu'il va y avoir des sensations étonnantes qui viennent, des questionnements internes. Connectez-vous à tout ce qui vient sans le juger, juste en vous autorisant à le vivre. Et là aussi, c'est un trajet qui est différent pour chaque personne, qui est très personnel. Il y en a peut-être qui auraient besoin de plus de temps, et peut-être que pour d'autres, c'est déjà très bien comme ça. Alors, chacun et chacune à votre rythme, je vais vous proposer de reprendre une grande respiration et de revenir vers un état qui est un petit peu plus ordinaire, de reprendre contact avec vos mains, avec vos bras, avec les sensations de ce qui se passe en vous, avec votre rythme, vos émotions, la fraîcheur de cette pièce. Je pense que j'aurais perdu 2 litres d'eau avant la fin de la soirée. Comment ça va? Bon, une petite expérience toute simple comme ça, pour savoir qui a senti déjà, première étape, que ses mains se rapprochaient. Levez la main, tous ceux qui ont ressenti ça. Ouais, quasiment tout le monde. C'est juste un petit exercice d'imagination. Ce qui est amusant, c'est que si on le demande à un enfant de 5 ans, il le fait très vite. Parce qu'en fait, il ne se pose pas la question, il joue tout de suite. En avançant en âge, il y a des âges avec lesquels, alors ça va dépendre de plusieurs choses. Est-ce que c'est un âge où on se construit? Est-ce que c'est un âge où on est déjà un peu construit? Enfin, il y a plein de choses qui vont jouer dans tout ça. Évidemment, ça dépend aussi des métiers qu'on fait. Si vous demandez ça à un comédien, un artiste, c'est très simple, parce que son imagination est réchauffée par son travail. C'est une pâte à modeler qui est déjà tout à fait flexible. Mais si quelqu'un est dans une vie où tout est cadré, eh ben, c'est un peu plus compliqué. On s'aperçoit aussi que les gens qui ont vécu des gros traumatismes dans leur vie ont tendance à avoir du mal à aller vers des états où ils laissent quelque chose venir, où ils laissent un abandon se faire. Et puis on peut l'imaginer aussi. C'est pour ça qu'en hypnose, quand on travaille avec des personnes qui ont des difficultés de vie, qui ont vécu des choses un peu difficiles, on va vraiment y aller tout doucement, on va prendre le temps, on va aller aussi créer un état très rassuré, très sécurisé pour que ça puisse se passer. Ça prend du temps, mais c'est possible. Ce qui est bien, c'est de ne pas y aller trop vite, en plus dans ces cas-là, pour qu'il se crée aussi un rapport de confiance, qu'une personne puisse y aller vraiment à son rythme, à ses étapes. Il y a toujours une question que les gens se posent, est-ce que tout le monde peut atteindre ça? Ben oui, en fait. Et on le voit là déjà dans des conditions qui ne sont pas idéales, parce que moi, mon rythme n'était pas forcément le vôtre pour tout le monde, et déjà quasiment tout le monde le vit, ce qui est super. Mais évidemment, quand on fait une séance individuelle, on va s'adapter à quelqu'un. Donc si on sent que la personne a besoin d'un autre rythme, d'un autre type de vocabulaire, peut-être d'une autre manière d'être accompagné, un peu comme on pourrait essayer de trouver une musique que la personne aime, on va trouver sa manière d'être accompagné. Et là, on a un effet qui est plus fort, plus simple, parce que ça va vraiment correspondre à l'identité de cette personne.
Et une grande partie de ce qu'on apprend quand on apprend à faire de l'hypnose, c'est cette capacité d'observation et d'adaptation. On va observer quelqu'un et on va apprendre à observer certaines choses. Il n'y a rien de magique, hein, c'est vraiment des choses voilà, comportementales, émotionnelles. Des choses vraiment que souvent on sait sans le savoir, on va juste essayer de mettre des mots dessus. Puis après on va s'adapter à la personne pour essayer d'entrer un peu dans son monde. Donc par exemple, si on reçoit un enfant en consultation, on ne va pas lui dire quelle est ta problématique? Oui, c'est juste ça l'adaptation. On se dit tiens, à 6 ans, je ne suis pas sûr que ça passe si je le dis comme ça. Donc l'adaptation, elle commence déjà par ça, par qui j'ai en face de moi. Et puis après, en discutant avec quelqu'un, on va essayer de voir comment est son imaginaire, quelles sont ses croyances, comment cette personne fonctionne. Et on va essayer de rentrer en résonance quelque part avec ça. Si je faisais un parallèle, c'est comme l'enseignement. On ne peut pas enseigner la même chose à tout le monde. Enfin, de la même façon, en tout cas. C'est un des grands drames de l'enseignement, c'est qu'un prof, il a 20-30 élèves, il est obligé de faire un truc pour à peu près tout le monde, mais c'est pas simple. Si on individualisait un peu, ça serait plus simple aussi. C'est pas toujours possible, mais dans l'idéal en tout cas, pour l'éducation, on devrait pouvoir individualiser un petit peu. Un enfant qui sait visualiser, on peut lui faire des images pour qu'il retienne, et puis un autre qui ne sait pas visualiser, si on lui dit de lire pour apprendre, ça ne marchera pas très bien, donc il faut essayer de trouver un autre moyen de faire. Donc il y a aussi l'idée d'utiliser comment le cerveau de quelqu'un fonctionne, de s'adapter à ça. Alors, il y avait une deuxième étape dans l'expérience. Est-ce qu'il y a des gens pour qui la main s'est rapprochée, puis ça a été connecté à un truc un peu fort, avec peut-être des émotions, avec peut-être... Ouais, je vois une main qui se lève là. Ça t'a fait quoi, toi, par exemple? J'ai eu un début de montée de larmes. Un début de montée de larmes. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Ok. Est-ce que tu auras envie d'aller plus loin dans cette expérience? C'est une question très ouverte, hein, tu as le droit de dire non. Non, ok. Ça marche. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ressenti une émotion comme ça, puis qui auront envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience? Ouais. Alors attends, je vois juste une personne qui lève la main devant moi. Qu'est-ce qui t'est venu, toi? Moi, c'est des émotions plus internes de maillage. De maillage? Ouais. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Un système de protection. Un système de protection. C'est un système de protection que tu as souvent dans la vie? Que j'ai été obligée de mettre en place. D'accord. Et aujourd'hui, tu aurais envie d'en faire quoi, de ce système de protection? L'enlever. Ça ferait du bien? Ouais. Est-ce qu'en ce moment dans ta vie, si là par exemple on travaillait dessus et que ça l'enlève peut-être un peu, peut-être beaucoup, je ne sais pas encore, est-ce que tu sens que ça aurait vraiment des bonnes conséquences pour toi? Ok. Ça te tente de venir? Allez. Puis peut-être après, il y aura plusieurs démonstrations après. Voilà, pour les autres, préparez-vous parce que il n'y aura pas 10 non plus. Je vais te demander d'aller mettre un petit micro avec Guillaume, de signer la feuille aussi qui dit qu'à partir de ce moment-là, ton âme m'appartient. Je plaisante, je regarde la caméra pour dire je plaisante. Il y a toujours des gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils signent les gens là-bas? C'est juste une autorisation de droit à l'image. Ça fait que, en même temps, à une époque, on pensait quand on prenait une photo, l'âme de la personne, bref. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce petit rituel de préparation, poser un micro, signer une feuille, fait que les gens rentrent en transe très rapidement après. Ça, c'est assez étonnant. En fait, parfois même, on se pose la question, est-ce que c'est pas Guillaume qui les hypnotise avant qu'ils arrivent? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va vivre un truc important, souvent on est déjà dans une sensation différente quelques instants avant que ça commence. C'est souvent ça quand on est sur le point de vivre un rituel. Quand je dis rituel, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un examen, c'est un rituel, quelque part un examen. Ça peut être, je ne sais pas, un moment... Oui, viens. Merci. Ça peut être un moment important, ça peut être quelque chose qui va marquer une étape. Et je pense que déjà, avant de vivre ça, il y a un truc qui se passe. Et je ne sais pas comment tu te sens là tout de suite. Anxieuse. C'est très bien, bravo. Voilà. Ouais. C'est agréable ou pas? Non. Non. Non, c'est pas très agréable. Quand on va au cinéma voir un film qui fait peur, on est anxieux, puis ça peut être agréable. Et en même temps, il y a un espoir. Il y a un espoir. Ouais. Ok. Donc il y a de l'anxiété, mais il y a de l'espoir. Ouais. Et tu sais, on va explorer quelque chose ensemble. Tu disais avant de venir, il y a juste un tout petit peu de l'arsène, micro. Je ne sais pas si c'est mon micro ou le tien, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... Ouais, ça a l'air d'être bon. Super. On va explorer quelque chose ensemble, et tu disais juste avant de venir qu'il y avait un système de protection que tu as mis en place. Sans rentrer dans des choses trop intimes, est-ce que tu pourrais dire en quelques mots qu'est-ce que tu as mis en place et pourquoi? En fait, j'ai subi des choses compliquées et qui fait que, en fait, pendant très longtemps, justement, en fait, ma mémoire n'avait pas accès à ces souvenirs. D'accord.
une séance d'hypnose a fait remonter tout ça. Et depuis, du coup, j'essaie de travailler ça. Mais en fait, j'ai un système de protection qui me permet de tenir. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, j'aimerais, en fait, parce que je l'ai soigné, tout ça, j'aimerais en fait ne plus avoir ce système de protection qui reste, en fait, malgré tout. Parce qu'il crée quoi, ce système de protection? Il est gênant à certains endroits? Oui, il est gênant. Ouais. En fait, il y a certains moments où des sensations physiques vont me replonger dans les choses que j'ai vécues. D'accord. Et en fait, pour mon système de protection, c'est qu'en fait, je sens une protection et je ne sens pas les sensations. C'est un peu bizarre. Tu sentirais quoi comme sensation s'il n'y avait pas ce système de protection? Je sentirais mon corps. Ok. Ouais. Donc c'est plus ramené vers le corps? Ouais. Ça serait agréable? Ouais. Ok. Tu dis que tu as travaillé sur tout ça, ouais. mais que le comportement de protection est resté, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Je traduis avec ces mots-là parce que je trouve ça intéressant même pour expliquer un petit peu ce qu'on fait souvent en hypnose. Ce que tu nous proposes là est assez typique de plein de choses en fait. En fait, il y a plein de manières de travailler sur des problématiques de notre vie. Et je pense même que c'est un travail que tout le monde devrait pouvoir faire à un moment donné, parce que dans des étapes de construction de vie, on vit tous des choses parfois qui sont simples, parfois qui ne le sont pas. Et c'est pas grave du tout. Par contre, il y a un moment où on a besoin de se remettre un peu à zéro. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir que tout être humain, pour se sortir des moments un peu complexes de sa vie, a créé des comportements en réaction à quelque chose. Et le truc, c'est que notre cerveau, une fois qu'il a pris une habitude, il la garde en fait. Parce qu'en plus, si elle était utile, cette habitude, il se dit, bon, bah, je ne vais pas enlever un truc qui était utile. C'est ça. Mais c'est un peu comme si on gardait des petits trous sur le vélo toute notre vie. C'est exactement ce que je ressens. Ok, d'accord. C'est une métaphore, je pense qu'on peut tous se figurer en tout cas. C'est qu'il y a un moment où on se dit, bah, ok, je suis tombé une fois, mais maintenant je sais faire du vélo. Il y a un moment où je dois pouvoir enlever ces petits trous-là. Et c'est comme si notre cerveau, il nous gardait la béquille, quoi. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est pas parce qu'on a compris ce qui nous est arrivé. C'est pas parce qu'on a même travaillé dessus, qu'on l'a exploré, qu'on a réussi à relativiser même parfois ce qui nous arrivait, à le mettre à distance, à dire ok, c'est le passé, c'est fini, quel que soit le travail qu'on a fait autour de ça. Mais notre corps, en fait, lui, il garde ses habitudes. Il y a besoin d'aller à son niveau pour qu'on puisse transformer ces habitudes-là. Et ce que tu dis est assez commun, malheureusement. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens avec l'hypnose qui sont à ce stade-là. Pour une raison toute simple, c'est qu'en plus, l'hypnose, ce n'est pas toujours le premier réflexe des gens. Donc il y a des gens qui vont déjà faire plein de travail thérapeutique. Puis une fois que ils se disent « Ah, ça ne change toujours pas », ils arrivent en disant « Moi, j'ai tout compris. » Mais bon, ça ne change pas autant que j'aimerais. Souvent, ça fait déjà du bien. Ça soulage, ça met de la clarté, c'est déjà super. Alors c'est aussi un truc qu'on pourrait faire en hypnose. Et plus ça avance, plus l'hypnose est reconnue, plus les gens viennent aussi parfois en première intention. Mais souvent, on termine le travail aussi avec l'hypnose. Et je pense à ça, c'est une personne qui me racontait ça il y a quelques jours, une personne qui avait une compulsion, qui m'a dit « Mais c'est marrant parce que cette compulsion, j'ai travaillé de plein de façons différentes. J'ai l'impression d'avoir pareil fait le tour, mais il restait le comportement. Il a fallu que j'aille faire une séance d'hypnose pour que le comportement cesse. Juste pour, comme s'il fallait dire au cerveau, c'est bon, c'est terminé. Alors maintenant, ça, il y a ce que tu me dis consciemment. Moi, comme j'ai tendance à moyennement faire confiance en la partie consciente des gens, est-ce que tu es OK pour qu'on aille juste vérifier un truc? Oui, bien sûr. Ce que j'aimerais, et ça aussi, c'est pour aussi expliquer ce qu'on fait en hypnose, quand on est hypnotiseur, on prend l'habitude de ne pas vraiment faire confiance en ce que les gens nous disent. Non pas qu'on pense qu'ils nous mentent, mais on pense qu'eux-mêmes ne savent pas toujours ce qui se passe en eux. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être lucide avec soi-même, non? Parfois, il y a conflit entre ce qu'on aimerait et ce qui est. Par exemple, je ne sais pas, on va voir, mais il peut y avoir conflit entre « Non, mais j'aimerais que ce comportement, ça y est, il soit plus utile. » Mais en fait, peut-être qu'à l'intérieur, il y a un truc qui se dit « Si, c'est encore un petit peu utile quand même. » Si, on va peut-être le garder un peu, c'est pas juste fini. Et donc, c'est ça qu'on va évaluer parce que moi, je voudrais pas t'enlever un truc qui est utile. Oui, je vois. Par contre, s'il a déjà moins d'utilité, peut-être qu'on peut déjà le tempérer. Puis surtout, peut-être qu'on peut pousser une partie de toi à terminer son utilité, c'est-à-dire à développer peut-être d'autres comportements plus utiles encore. Ça serait possible, ça, à ton avis? J'espère. En tout cas, si ça te tenterait? Oui, bien sûr. Super. Je ne sais pas si... comment toi, tu as vécu l'expérience? Tout à l'heure, on a fait une petite expérience collective et il y avait la proposition des mains qui se rapprochaient. Ouais. Est-ce que tu le ressentais plus à droite ou à gauche, toi, ça? C'était plutôt à gauche. C'était plutôt à gauche. Alors, ça tombe bien parce que je suis de ton côté gauche. Ah, cool. Sinon, je me serais mis de l'autre côté. Ou alors, on aurait inversé les polarités avec un aimant. Bah oui, bien sûr. Non, je pensais à ça parce que je lisais un truc sur Mesmer du XVIIIe siècle tout à l'heure. Il mettait des aimants, tu sais, parce qu'il pensait que c'était du magnétisme. Donc les gens tenaient des bouts de métal comme ça, et puis ils mettaient des aimants, ils faisaient des passes magnétiques autour. Bon,
En fait, c'était une forme d'hypnose, mais sauf que lui attribuait autre chose. Et c'est souvent quand même ce que ressentent les gens, c'est qu'il y a un truc un peu comme un truc qui circule un peu à l'intérieur. Par exemple, cette main, est-ce qu'elle te semble normale, toi? Celle de gauche. Oui. Elle me semble envie de décoller un peu. Elle semble avoir envie de décoller un peu. Si je l'aidais avec une sorte de fil imaginaire, comme ça, clac, non, je noue un peu le fil imaginaire, clac, et que je commence à tirer dessus. C'est génial, ça. Et c'est marrant parce que j'ai regardé un très vieux film il y a quelques jours, que j'avais adoré quand j'étais petit, c'était Hook, avec Robin Williams, je ne sais pas si tu vois. Il y a un moment où il y a les enfants perdus, puis Robin Williams, c'est un Peter Pan qui a grandi. Et il ne se rappelle plus en fait comment on imagine. Ouais. Il ne s'est plus volé. Et puis en fait, il a tout oublié. Et il y a un truc qui m'a rendu très très triste, et je crois que je ne l'avais pas perçu quand j'étais enfant. Dans ce film-là, Wendy, elle est toute vieille. Oui, c'est vrai. Et quand elle voit Peter Pan arriver, qu'elle voit qu'il a tout oublié, que c'est devenu juste un adulte qui a oublié de rêver, elle le regarde avec une tristesse. Et en fait, ça m'a fait pleurer. C'est fou parce qu'il y a plein de gens qui oublient de voler, qu'on peut voler. Ce qui est beau en plus, quand on réapprend ce genre de choses, c'est qu'il y a un truc très simple qui arrive. Comme si on se rappelait qu'on a appris plein de choses dans notre vie pour essayer de tenir. Peter Pan dans le film, c'est pour tenir qu'il a oublié de voler. Parce qu'il a des responsabilités, parce qu'il a grandi, parce que ça n'a peut-être pas toujours été simple. Puis il y a un moment même où on n'a plus besoin de croire qu'il y a un fil qui tient. Parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de fil qui tenait. Mais peut-être qu'on pourrait se figurer qu'il y a comme ton inconscient dans la main. Je ne sais pas toi quelle image tu as de ton inconscient, mais pour moi c'est une partie qui est très belle. Qui nous connaît tellement bien qu'on ne pourrait pas lui mentir, on peut juste l'écouter. Il y a des gens qui lui accordent une sagesse. Je ne sais pas si c'est sage notre inconscient, mais je pense que ça connaît beaucoup de choses et que ça peut communiquer avec nous. Très, très intéressant de le laisser communiquer avec nous. Et on entre très vite dans un monde imaginaire, où ce qu'on imagine devient vrai. Parce qu'on a toujours eu ce pouvoir à l'intérieur de nous, d'imaginer une émotion et de la vivre, d'imaginer un goût et de le sentir, d'imaginer qu'on s'endort et qu'on s'endort très profondément. J'aimerais demander plusieurs choses à ta partie inconsciente. Elle pourra me répondre par des mouvements. Parce que c'est très pratique pour cette partie-là de répondre par des mouvements. Un mouvement pour le oui, comme ça. Puis un mouvement pour le non. Et c'est un mouvement qui peut être différent comme ça. Et ton inconscient, c'est toi. Mais c'est comme si quand je posais une question, ça répondait de la partie de toi qui te connaît parfaitement. Tout à l'heure, consciemment, tu m'as dit que tu avais un système de protection. Et j'aimerais savoir si ton inconscient sait de quoi tu parles quand tu dis ça. Très bien. Et j'aimerais savoir si pour lui, ce système a encore une utilité ou non. Et c'est très intéressant qu'il puisse y avoir un questionnement par rapport à ça. Parce que l'idée, c'est pas de juste lâcher un comportement qui n'est pas bon. Ça va être de créer une transition qui va t'amener de la liberté, qui va t'amener à te reconnecter peut-être au corps, aux sensations, te reconnecter à toi. Il y a sans doute toute une histoire qui fait que tu as mis en place des protections. Puis tu as travaillé dessus, tu as appris des choses, tu as exploré déjà beaucoup de choses de ça. J'aimerais savoir si ta partie inconsciente serait d'accord pour t'aider à revenir vers ton corps et tes sensations. Est-ce qu'elle pense, elle aussi, que ça peut être bien que tu fasses ça? Ok. Est-ce que, si on retourne là maintenant tout doucement vers le corps, cette partie pense que ça va être agréable à vivre pour toi?
j'aimerais lui demander, est-ce qu'elle pense qu'il y aura encore des choses à nettoyer ou à évacuer pour que tu puisses après rentrer plus facilement en contact avec tes sensations et ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour que ça puisse se passer de la façon la plus belle possible? Ok. Alors tout doucement, il y a un chemin qui va s'ouvrir. Tu vas y aller très progressivement, comme si on explorait une contrée nouvelle. Parfois, ça fait tellement longtemps que quelque chose protège que quand on découvre ce qu'il y a derrière, c'est un peu étonnant, c'est un pays inconnu. Ça peut être assez merveilleux, tu sais. Comme si on retournait vers un univers qui attendait depuis très 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 longtemps d'être à nouveau raccroché à toi. Une part de toi. C'est comme retourner vers les sensations et les réapprivoiser tout doucement. Avec toute la palette de ce que sont ces sensations. Revenir vers ton corps avec sa sensibilité qui peut tout doucement s'éveiller. Et ça peut être assez magique de se rapprocher de ça aussi. J'aimerais savoir si ton inconscient pense que ça peut être beau d'aller encore plus loin que ça. Alors le chemin va devenir un peu plus évident. C'est pas juste être sur le seuil, ouvrir la porte, c'est faire déjà quelques pas de l'autre côté d'une frontière intérieure. Arriver dans un endroit de toi où sont cachées plein de ressources et plein de possibilités. Et tout d'un coup, c'est comme si tu les révélais, comme si tu les réveillais. Et tout doucement, ton corps s'aperçoit, et ton inconscient s'aperçoit que certaines protections ont peut-être moins besoin d'être là. Comme si maintenant tu avais suffisamment appris, grandi, mûri, exploré. Pour abaisser progressivement les limites qui étaient les anciennes limites, les barrières qui étaient les anciennes barrières. Et cette partie de toi qui te connaît bien peut même savoir jusqu'où il est possible de diminuer ce maillage, comme tu l'as appelé. Peut-être de le défaire. Il y a peut-être des choses à transposer, à transformer, pour que ça soit vraiment beau à vivre, et que ça t'ouvre de nouvelles possibilités. Jusqu'au moment où tu vas être tellement bien dans ton corps. Un peu comme si on rallumait la lumière quelque part, comme si on retrouvait de la connexion avec quelque chose. Et j'aimerais que tu penses à tout ce que tu auras envie de vivre avec ces sensations. Tout ce que tu auras envie d'explorer dans les prochains moments de ta vie avec ces sensations. Toute la place que tu as envie de faire à ce qu'il n'y en avait pas assez peut-être jusqu'à maintenant. Autoriser et ouvrir. Et savourer toutes les émotions que ça amène. Parfois, il y a un truc qui nous appelle. On ne sait pas quoi.
comme une sorte d'envie, de... Tu sais, on est en train de dormir et puis on sait qu'on fait un rêve qui est un peu spécial. Et d'une façon ou d'une autre, on sait que ce rêve va continuer. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que on peut en ramener une partie dans la réalité. On peut investir le réel de tout ce qu'on y a trouvé. Ses émotions et ses sensations. Je ne sais pas quelle joie intense tu vas vivre dans les prochains temps. Quelles émotions puissantes et étonnantes tu vas t'autoriser à explorer. Est-ce que parfois ça sera jusqu'à avoir les larmes aux yeux, jusqu'à être plongé dans des sensations qui sont tellement belles? J'ai la croyance que quand pendant longtemps on a laissé un sens un petit peu endormi, quand on le retrouve, alors c'est assez fou. Quelque temps, on m'avait montré des vidéos d'enfants, souvent qui avaient déjà quelques années, à qui on leur donnait un appareil pour que pour la première fois de leur vie, ils entendent. Et c'est juste magnifique de voir leur réaction. Un sens qui a été juste mis de côté et puis qu'on retrouve. Peut-être qu'on le savoure mieux que les autres encore, parce qu'on sait à quel point c'est important. Alors j'aimerais proposer à ton inconscient de continuer cet accompagnement par lui-même. De servir de tout ce qui a pu exister là pour que tu puisses aller encore un peu plus loin dans les jours qui viennent. Dans quelques instants, tu vas revenir vers le monde extérieur avec tout ça. Et puis, peut-être que ce soir ou demain, tu vas croiser plein de personnes qui auront oublié de voler. Comment on fait? Et toi, tu pourras juste te rappeler à quel point c'est simple. La main va redescendre. Comme un atterrissage. Mais la sensation du corps et les émotions, tout ça, ça peut rester. Et il y a un moment, et toi tu sauras exactement quand, où tout sera là. Comment ça va? Ça va. Désolée. Ah ben non, c'est beau d'avoir des émotions. Ouais. Est-ce que tu as envie de parler de ce que tu as traversé? Oui. Des visualisations très positives par rapport à les sensations que j'avais en fait avant. Oui. Et je suis très visuelle, du coup je me suis vue à un moment donné sous une cascade, à apprécier en fait le mouvement de l'eau sur mon corps et que je sentais mon corps, et quelque chose que je ne sens pas depuis des années. Et du coup ça fait bizarre de sentir. C'est comment là justement? Eh ben, c'est pour ça que j'ai les larmes qui sont montées aux yeux. Ouais. Parce que un bonheur monstrueux. Ça avait l'air, ouais. Ouais. C'était très beau. C'était très sympa à vivre. Voilà. Ça a l'air. Ouais. Tu sais, là, ce que tu as ouvert, tu vas continuer à l'explorer dans les prochains temps. Vas-y à ton rythme. Mais tu sais qu'il y a des moments où tu pourras retrouver vraiment ce qui s'est passé là. Repense juste à ta main et tu verras qu'elle peut très vite recommencer à décoller. Et puis que peut-être le voyage, tu pourras continuer à te le guider aussi. En tout cas, c'est un premier pas, mais c'est déjà énorme ce que tu as traversé là. Merci de m'y avoir accompagnée. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir. On fait distribution de mouchoirs en général après. Bon, c'est chouette, non?
Il y a un truc un peu magique dans l'hypnose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il y a une frontière qui est très particulière avec l'hypnose parce que là, vous savez, on est dans les locaux d'une école. Dans la vision que j'en ai en tout cas, c'est une école d'hypnose, c'est ce qui ressemble à peu près le plus à Poudlard. Et en même temps, alors je dis ça avec un peu d'humour, mais il y a, j'ai l'impression qu'avec l'hypnose, on est dans une sorte de frontière qui est assez complexe à tenir, mais c'est ça qui rend ça beau, c'est qu'on a un pied vers quelque chose de très rationnel, parce que c'est quelque chose qui est scientifique, on s'intéresse aux neurosciences, à la psychologie cognitive, au fonctionnement humain. C'est un côté un peu froid parfois d'être juste dans cette partie-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de l'humain, c'est à la fois complexe et c'est en même temps voilà, plein d'expériences fascinantes sur tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose qui est un peu plus artistique. Il y a quelque chose qui est... Parce que pour mobiliser ce qu'on comprend de la psychologie et en faire quelque chose qui va aider les gens, il faut aussi l'amener vers quelque chose qui est un peu plus émotionnel, un peu plus créatif, pour que ces expériences-là puissent être vraiment utiles. Et être sur cette frontière entre ces deux mondes-là, le rationnel et le créatif, quelque chose qui est très cadré, un peu intellectuel, avec des théories psychologiques et tout ça, puis en même temps quelque chose qui est très libre et très spontané, puisque dans ces états-là, on va retrouver de l'émotion, de la spontanéité et tout ça. Il y a vraiment, en tout cas je trouve un exercice de funambule assez beau, où parfois on fait plus sympa d'un côté ou plus sympa de l'autre. Puis je vous disais, ça dépend aussi des gens avec qui on travaille. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de l'un ou d'un peu plus de l'autre. Mais souvent, on s'aperçoit aussi que, justement, plus on amène quelqu'un vers quelque chose qui n'est pas son monde habituel, plus l'expérience hypnotique va être intéressante. Je rebondis sur un des détails qui était partagé là, c'est que, par exemple, quand une personne dit « moi je suis très visuel », c'est-à-dire que j'ai une grande capacité à créer de l'image dans mon cerveau, souvent quand on a un sens qui est très développé, c'est qu'il y en a un autre qui est un peu moins développé. Et là, c'est ce qui était témoigné, c'était le corps par contre, il est un peu moins présent. Donc peut-être que j'ai surcompensé avec un autre sens. Et en accompagnement, je vous disais tout à l'heure qu'on s'adapte toujours aux gens, on essaie toujours de regarder ça, est-ce qu'une personne est dans son corps ou pas vraiment dans son corps, par exemple. C'est un des trucs qu'on regarde beaucoup, ça. Vous connaissez des gens qui ne sont pas du tout dans leur corps, non? On a l'impression que le corps est là, mais c'est comme si eux, ils le contrôlaient un peu à distance, quoi. Souvent, quand on voit ça, par exemple, nous, on sait qu'on va amener la personne vers de l'émotion. Et que le trajet va peut-être pas être simple, mais que c'est sans doute à cet endroit-là qu'il va se passer quelque chose de vraiment intéressant. Et vous avez vu ce qui s'est passé là, c'est assez beau, c'est qu'on pourrait se demander, mais comment ça se fait qu'une personne qui a l'air en plus d'avoir travaillé sur elle, d'arriver, il y a sans doute déjà beaucoup de réflexion sur tout ça, témoigne du fait d'avoir du mal à rentrer dans les émotions et dans le corps, dans les sensations du corps. Et puis, en hypnose, comme ça, en un quart d'heure, il se passe quelque chose. Ça paraît assez étrange. En fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les états d'hypnose, ils nous permettent de suspendre nos fonctionnements habituels. La croyance qu'on a en hypnose, c'est qu'en fait, quand les gens disent « je ne sais pas faire quelque chose », c'est pas tout à fait vrai. Ils ont oublié qu'ils savaient faire quelque chose. C'est pour ça que je prenais cette métaphore un petit peu de Peter Pan, mais ils ont oublié qu'ils savaient faire quelque chose parce que ils ont juste fermé une porte qui n'était pas empruntée depuis longtemps, pour plein de raisons. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a une histoire aussi évidemment derrière ça. C'est jamais par hasard qu'on n'emprunte pas une porte. Il y a un truc qui nous a empêchés, il y a un truc qui nous a interdit parfois d'y aller aussi. Mais en hypnose, en fait, cette interdiction va plus forcément l'avoir. Donc on va ramener le chemin pour que la personne le retrouve. Et ce qui est assez magique, c'est que souvent c'est simple, en fait. Alors si on demandait à quelqu'un de faire ça dans son état ordinaire, il n'y arriverait pas. Mais dès qu'on est dans ces expériences hypnotiques, ça paraît simple. Et en fait, la complexité de l'hypnose, c'est pas d'y arriver pendant la séance, parce que ça c'est très facile, c'est de faire en sorte que ça dure après. L'hypnose est simple dans le premier acte, amener quelqu'un quelque part. Mais ensuite, comment cette personne fait cohabiter ça et son monde, comment elle ramène ça dans son monde, comment il faut que ça tienne debout, en fait, cette histoire-là. Et ça, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que il peut y avoir toutes les résistances qu'on peut rencontrer à ce stade-là. Bon, là, ça avait l'air assez simple, pour le coup. C'est pas toujours aussi simple. C'était simple peut-être aussi parce que tu avais déjà fait un travail. Aussi, peut-être que si elle avait été la toute première fois qu'on parlait de ça, on n'aurait pas été aussi loin. On n'aurait pas fait le quart de ce chemin-là, même, je pense. Par contre, une fois que ce travail il est fait, il y a juste à l'autoriser. Il y a cette idée en hypnose que les gens ont déjà toutes les ressources en eux, et l'hypnose tend à les mettre en contact avec des ressources qui sont déjà là. Moi, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée qu'on est déjà complet. On est juste amnésique. Mais on est complet, il y a déjà tout à l'intérieur. Comme je vous dis, c'est une croyance, c'est un présupposé qu'on va avoir. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, je ne sais pas si c'est tout le temps vrai. Mais en tout cas, on part de cette idée en hypnose parce que, autant que possible, si c'est vrai, on veut le rendre concret.
Alors, tu as levé la main tout à l'heure pour... Qu'est-ce que... T'étais parti, bah c'est peut-être que tu vas repartir après. Juste pour savoir, en 2 mots, toi, c'était quoi que tu as vécu tout à l'heure? En fait, une brève seconde, Oui, j'ai retrouvé des sensations d'enfance. des sensations d'enfance, ok. À quel âge à peu près? 2-3 ans. 2, 3 ans. C'était des belles sensations? Bah, du coup, oui, c'était plutôt positif, mais c'était hyper court. Hyper court. Est-ce que tu aimerais le vivre un peu plus? Ouais, t'aimerais retrouver quelque chose de cette époque-là? Ah bah écoute, viens, avec plaisir. Alors pareil, même rituel, il faut que tu signes une décharge et que tu mettes un micro. Et après que tu rentres en hypnose. C'est très facile. Tu vois, la première étape, c'est la plus compliquée. Il y a, on va explorer du coup autre chose. C'est super intéressant cette idée. Vous savez qu'une des frustrations quand on est accompagnant en hypnose, c'est que c'est très rare que les gens nous demandent des choses qui sortent énormément de l'ordinaire. C'est-à-dire que la plupart des gens vont venir déjà parce qu'il y a un problème. Alors ça c'est bien, hein, on fait aussi ce métier-là parce que ça fait du bien aux gens et que c'est utile. Mais ça serait chouette quelquefois de travailler avec des personnes qui ont juste envie d'explorer quelque chose, pas juste parce qu'elles ont un problème. Je trouve ça assez terrible que notre société nous dise qu'il faut aller voir un accompagnant juste quand on va mal, quoi. Faire du préventif déjà, ça serait super. Et puis en plus, même quelquefois se dire, je ne connais pas mon monde intérieur, j'ai envie de l'explorer. Alors bien sûr, c'est pas toujours simple parce que c'est peut-être ça aussi, hein, la croyance, c'est qu'avant d'aller voir quelqu'un pour explorer, il faut que j'ai une raison valable, il faut qu'il y ait un truc un peu difficile et tout ça. Il y a une alternative qui est l'auto-hypnose, on peut faire ça par soi-même, au fond. L'auto-hypnose fonctionne très très bien pour tout ce qui n'est pas trop thérapeutique. On peut déjà explorer énormément de choses. Et en auto-hypnose, les gens deviennent beaucoup plus créatifs. Ils veulent faire des expériences un peu folles quelquefois. Je veux faire de l'écriture automatique, des rêves lucides. Je veux explorer mes vies antérieures. En fait, tout est possible. Après, on s'imagine plein de choses. Bienvenue. Puis après, on n'y met pas des croyances derrière tout ça. Mais en tout cas, il y a plein d'expériences qui sont assez belles. Et une des expériences que j'aime beaucoup faire, et c'est pour ça que je parle de ça, c'est faire des régressions, mais pas forcément des régressions thérapeutiques, mais juste des régressions qui nous ramènent à des moments d'enfance ou de petite enfance. Parce qu'il y a un truc qui est assez magique en hypnose, c'est que parfois, on a vraiment l'impression de quitter la réalité ordinaire et d'être exactement dans un endroit comme celui-là. C'était quoi la sensation qui est revenue à 2-3 ans? C'était assez étrange parce que j'avais la sensation de me protéger. D'accord. Je te demandais si c'était positif, C'est positif, mais D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un moment de cette époque-là qui te revient en mémoire consciemment ou est-ce que c'est que des bribes ou des flashs. des flashs? Ok. Alors si c'est un moment sur lequel tu veux te protéger, on va peut-être pas y aller. Enfin, je ne sais pas ce que ça te fait. Mais c'était une sensation très agréable en fait. Très agréable, d'accord. Oui. Ok. Et tu sais de quoi tu avais besoin de te protéger? Non? Ok. Alors, je m'étais dit, tiens, une petite expérience légère pour terminer la soirée. En fait, ça peut ouvrir beaucoup de choses, une expérience comme celle-là. Ce que j'aimerais te proposer, peut-être, c'est de mettre juste une sorte de fusible. C'est juste quelque chose qui fait qu'on va diriger l'expérience. Est-ce que tu penses que dans ces années-là, il y a des qualités, des émotions, des choses que tu aimerais retrouver, voire ramener même aujourd'hui? Ouais. Tu penses à quoi, par exemple? L'insouciance. De l'insouciance. Ok. À 2-3 ans, tu sens qu'il y a de l'insouciance? Enfin, alors quand je dis l'insouciance, c'est peut-être pas le terme, Ouais. mais le fait de, oui, de pas avoir de soucis, enfin de, Ok. je sais pas, de légèreté. Une légèreté. Voilà. Légèreté, insouciance. Après, tu vas voir qu'il y a d'autres mots qui vont venir, mais Mhm. c'est déjà très bien comme mot pour commencer. Si tu ramenais la légèreté de l'insouciance là dans ton présent, ça changerait quoi? Plus de lâcher prise. Plus de lâcher prise. Ok. Ça serait utile en Oui. ce moment? Ok. Donc on va partir en mission pour aller rechercher de la légèreté et de l'insouciance. Ok, ça marche. Là, on est en 2025. Hmm. Ok. Jusqu'à maintenant, Tout va. tout va. D'accord. Si on était un peu plus tôt dans le passé, forcément, tu serais une personne différente. Parce que tu n'aurais pas encore toutes les connaissances que tu as acquises entre-temps. Et je ne sais pas si ça t'arrive quelquefois de replonger dans un souvenir et de te rappeler de, tiens, comment je pensais à cette époque-là?
C'était quoi mes questions à cette époque-là? C'était quoi mes priorités à cette époque-là? Puis dans la vie, parfois, il y a des cycles, et puis on change de priorité, on change de hiérarchie dans l'importance des choses. La notion du temps, la notion de l'entourage, tout ça change beaucoup. Et il y a des moments où on rentre tellement dans un souvenir que pendant un instant, c'est comme si on ouvrait la porte et qu'on le revivait un peu. Dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui racontent ça. C'est l'exemple connu de la Madeleine de Proust, où tout d'un coup, on a le personnage qui se retrouve chez sa tante et puis qui regoute quelque chose qu'il avait complètement oublié. Comme si notre mémoire faisait des ponts pour nous ramener dans des épisodes comme ça quelquefois. Alors on va imaginer tout doucement qu'on va quitter le présent. Tu es prête? T'es bien installée comme ça? Ça va. Tu sais, souvent ce qui nous fait rentrer en hypnose, c'est que déjà on commence à avoir une écoute qui est différente et puis ça change les perceptions. Et souvent quand on s'en rend compte, c'est déjà que ça a un petit peu commencé. Est-ce que toi, tu as perçu qu'il y avait une perception ou c'est plutôt au niveau de l'écoute? Au niveau de l'écoute. C'est au niveau de l'écoute, d'accord. Qu'il y a déjà quelque chose qui est un petit peu différent? Mm. D'accord. Et quand l'écoute change, est-ce que tu perçois comment les mots agissent beaucoup plus sur les sensations et sur les perceptions avant? Sur les émotions? Sur les émotions, ok. Tu as remarqué que quand tu disais quelque chose, tu avais un doigt qui bougeait? Oui, oui. D'accord. Comme s'il y avait un truc que tu venais de confirmer là. Oui. Parce que souvent, quand on a vu des gens rentrer en hypnose, on se dit qu'on va rentrer en hypnose de la même façon. Mm. Du coup, tu vas devenir gauchère de l'hypnose. C'est vrai. C'est bizarre ce qui se passe dans cette main déjà. Mm. Il y a comme un effet d'attente en fait qui crée les choses. Mm. Et en même temps, tu vas sentir que dans le corps, il va y avoir des sensations un peu particulières. Est-ce que c'est plutôt de l'engourdissement ou c'est plutôt de la lourdeur pour toi? Lourdeur. C'est de la lourdeur. C'est dans quelle partie du corps que tu sens ça? C'est un peu partout déjà. Ok. Je vais juste appuyer sur ton épaule à un moment donné, tu vas sentir que cette sensation de lourdeur, elle va devenir assez agréable et un petit peu comme si elle venait un peu déconnecter quelque chose. Je voudrais que tu prennes une grande inspiration et juste que tu te connectes à toutes les sensations du corps. Et que tu sentes comment il y a quelque chose qui vient presque emporter. Et la tête commence à bouger, la main va commencer à bouger, c'est comme une danse au ralenti. Peut-être une transcendance. Il y a des mouvements, il y a des sensations. Il y a les paupières qui se mettent à trembler légèrement et c'est comme une accélération. Beaucoup de gens ont le symbole de la spirale avec l'hypnose. C'est un peu caricatural, mais en fait, ça raconte vraiment quelque chose. C'est comme si on tournait, c'est comme si notre monde ordinaire venait se brouiller un peu. C'est comme quelque chose qui nous entraîne à l'intérieur de nous-mêmes, dans des sensations toujours un peu différentes et toujours un peu plus étranges. On quitte le corps, on quitte les pensées, on s'éloigne du réel. On rentre dans des sensations étonnantes et on sent que le corps vit quelque chose et pourtant c'est loin. Et le temps se suspend et en même temps il régresse. C'est comme si on perdait un peu le compte du temps. On peut être égaré parfois et ne pas savoir si on doit tourner à droite ou à gauche. On peut être égaré dans le temps et ne plus savoir exactement d'où vient le présent et sentir qu'on remonte un petit peu le temps. Que les années passent à l'envers. Là-bas, très loin, très très loin, il y a 2025. Oh, c'est dans très 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 longtemps. C'est presque de la science-fiction, 2025. Peut-être qu'il y aura des robots qui parlent et des voitures volantes et des intelligences artificielles. Ou peut-être encore différent. Et le temps régresse et le temps remonte et il y a quelque chose en toi qui va chercher l'insouciance. Comme on irait chercher quelque chose de très important caché quelque part. Quelque chose qui va rechercher l'insouciance dans le temps, dans les méandres de la vie, dans les années et dans toute la construction, comme s'il fallait aller chercher derrière toute ta construction de vie pour aller retrouver insouciance et légèreté. Et c'est bien plus que ces mots, ce que tu vas retrouver. Plus tu te diriges vers ça, plus tu remontes le temps. Le corps est différent, les pensées sont différentes, l'époque est différente. C'est drôle de retrouver la sensation d'être adolescent ou enfant. Les adultes sont plus grands. On a des années et des demi-anniversaires, et des demi-années. Et puis, 1 heure, c'est très long. Très, très long.
insouciance, légèreté. Et autre chose encore d'aussi beau que ça. Peut-être même que le mot insouciance n'existe pas encore, mais l'insouciance, elle existe. À cet âge-là, cette sensation-là, j'aimerais que tu me dises quel âge tu as. J'ai 3 ans. À 3 ans. C'est déjà très grand, 3 ans. Il y a une sensation, une très belle sensation. C'est léger. Et il y a un jour, dans très longtemps, tu auras besoin de cette sensation-là. Parfois, on croit qu'on grandit en apprenant des choses, mais parfois, c'est quand on est petit qu'on sait des choses. Et à 3 ans, tu sais quelque chose de très important. Tu sais être insouciante. Il y a quelque chose en toi qui sait exactement ce que ça veut dire. Même si c'est un mot un peu compliqué. Il y a de l'insouciance. Et c'est tellement beau. C'est super léger. Et dans ton corps, dans tes sensations, dans tes pensées, tu te baignes de ça, tu t'entoures de ça, et ça grandit. Et ça s'amplifie comme un souffle d'insouciance qui vient s'amplifier encore et encore. Et tu sais, parfois, on lance un objet à quelqu'un pour qu'il le rattrape. Ça peut être un ballon, ça peut être un objet. Il y a des gens qui sont très doués pour attraper des choses. Et il y a quelqu'un dans très longtemps qui va attraper quelque chose que tu vas lui lancer. Est-ce que toi, tu peux lui lancer de l'insouciance? C'est quelqu'un qui est loin, qui est assis sur un tabouret dans très longtemps. Elle est là-bas et elle est là-bas. Alors il va falloir que tu lui envoies. Que tu lui envoies pour qu'elle puisse se saisir et toujours s'en rappeler. Que tu lui envoies pour que, à travers les âges, à travers le temps, des années après, elle puisse se le saisir et sentir que c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'elle peut garder avec elle. Tu lui partages une des plus belles choses qui existent. Comme offrir un très beau cadeau à quelqu'un. C'est comme être les deux à la fois. À deux époques, en deux endroits. Et celle qui est ici peut se rappeler de la légèreté. Et de l'insouciance, comme si elle prenait beaucoup plus que ce mot. Comme si tu pouvais entrevoir celle de 3 ans qui te tend quelque chose, qui te l'offre. Qui te le donne. Qui te le rappelle. Pour que toi tu puisses amener cette légèreté dans ta vie. Comme si ça venait relâcher quelque chose. Et une partie de toi est là sur ce tabouret. Tu vas avoir l'impression de ramener quelque chose que tu as pu trouver, reconnaître. Quelque chose qui peut être utile surtout. Tout doucement, c'est comme si la partie de toi qui était là reprenait un peu plus le dessus. Dans ta respiration, dans ton corps, dans cette pièce où il fait un petit peu chaud. Le rythme de la respiration change un petit peu. Les sensations sont différentes. Et tu peux revenir en pleine forme.
Merci. Oh, bon voyage. Ouais. Il fait un petit peu chaud. Comment va. ça va? Ça va. Ça va. Mm. Est-ce que tu peux mettre des mots sur ce que tu as traversé, toi, dans cette expérience? Une espèce de voyage. Oui. Ouais, voyage. Et avec des flashs, enfin des images, des flashs d'images en fait. Oui. Avec des. Du coup, et en fait, les larmes ont coulé naturellement et Ouais. du coup, ça a amené une sensation de légèreté Ok. et de lâcher prise un petit peu. Quand je t'ai demandé quel âge tu as, Mm. ça t'a fait quoi quand t'as dit j'ai 3 ans? Ben, je me voyais, je voyais une image. Mhm. Alors, je sais pas si. Voilà, mais je me voyais en image. Ok. Et là, comment tu te sens, là, tout de suite? Fatiguée. Fatigué? Ouais, c'est un gros voyage. Oui. Faut avoir un petit peu de temps pour Ouais. digérer ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Merci à toi. Faut que tu rendes le micro, sinon on va entendre tout ce que tu penses. Comment ça va, vous? Vous êtes encore là? Merci. C'est courageux, hein, à 46 degrés dans... je trouve que c'est toujours assez... on voit qu'il y a différentes expériences, elles nous amènent un peu ailleurs, mais il y a toujours quelque chose qui est assez poétique aussi dans tout ça. Il y a plein d'expériences où on vient ramener des choses de notre passé qu'on a pu oublier sur le chemin aussi. C'est une chose qu'on fait assez souvent en hypnose. Là, c'était de l'insouciance, parfois c'est de la spontanéité, quelquefois c'est de la confiance, parfois c'est de l'estime de soi, des choses qui parfois étaient un peu abîmées par la vie. On se dit, tiens, mais attends, à 10 ans, ça allait en fait, c'était bien, puis après, bon, ça a été un peu plus compliqué, mais... Et parfois, on revient dans ces périodes-là pour qu'une personne puisse se dire, mais en fait, cette capacité-là, ce sentiment-là, ben, c'est toujours là quelque part, et c'est juste que j'ai besoin d'aller le chercher là pour le ramener. Il y a des ressources assez belles qu'on travaille comme ça. Je pense à la créativité aussi, que beaucoup de personnes abandonnent à un moment donné dans leur vie. Tous les enfants sont très créatifs, mais parfois, on se normatise un petit peu, on fait un peu moins attention à ça, puis du coup, on ne sait plus très bien comment le retrouver. Quand on fait des ateliers avec des artistes et tout ça, avec de l'hypnose, on va souvent rechercher des choses de l'enfance pour les ramener. Et souvent, les personnes, après, ont des pulsions créatives très, très libres, très, très simples, comme s'il n'y avait plus de censure, quelque part, juste parce qu'on a rouvert la porte à voilà, ce que fait un enfant. On lui donne une feuille, des crayons, puis il y va, quoi. Il ne se pose pas trop la question. Et parfois, il y a aussi besoin de juste vivre l'état d'hypnose dans lequel on va ressentir ça. Ce qu'on n'a pas fait là, mais ce qu'on aurait pu rajouter dans cette expérience, ça aurait pris un peu plus de temps, c'est d'amplifier encore un peu cette sensation de régression. Et on peut amener quelqu'un à être comme réveillé, mais en hypnose. Alors c'est un état un peu intermédiaire. On va dire à quelqu'un, voilà, tu vas revenir, mais à l'âge de 3 ans. Et donc on a la personne qui peut revenir, mais elle se sent comme si elle avait 3 ans. Alors souvent, il y a une petite pensée derrière qui fait, j'ai pas 3 ans, on est bien en 2025, mais en même temps, c'est pas ce que ses sensations lui disent. Et du coup, cette personne peut parler, exprimer des choses, vraiment comme avec l'âge de sa régression. Donc quelquefois, on rencontre l'enfant, pas forcément 3 ans, ça peut être 7 ans, 10 ans, etc. Puis on dit, qu'est-ce que tu vis? Et c'est chouette parce qu'on a une vraie réponse d'enfant. Ah bah, maman, elle est méchante. Ah, il s'est passé quoi? Et là, on discute, en fait. Et c'est très drôle parce que quand les gens reviennent de ça, ils font, non mais je savais que j'avais pas 7 ans, mais quand même, il y a un moment où je sentais bien que je vous parlais comme si j'avais vraiment 7 ans. Et ça donne des très beaux états aussi d'exploration, ça. Parce que parfois, il y a le point de vue qu'on a des années après. Mais c'est intéressant de revenir au point de vue qu'on a eu aussi à ce moment-là, qui est moins intellectuel, qui est parfois plus juste aussi, parce que pas recréé ou pas trop remodifié. Et on arrive à des expériences comme ça qui sont très très utiles aussi sur le plan thérapeutique. J'évoquais aussi quelque chose tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sûr de la véracité de ce qu'on vit dans les souvenirs hypnotiques. Parfois, c'est aussi des choses qui sont un peu recréées, qui sont remaniées. De toute façon, c'est vrai que c'est le cas de tous nos souvenirs, ils sont toujours un peu recréés, remaniés avec le temps. Pas plus ou moins en hypnose en fait, mais en tout cas, c'est pas parce que c'est en hypnose que c'est plus vrai. Mais c'est quand même une sorte de... C'est pas la vérité au sens habituel du terme, mais c'est la vérité de notre inconscient, par contre, ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que c'est comme ça que lui voit les choses. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment en nous on voit les choses, comment on se construit notre réalité. Et on va du coup travailler sur cette construction, parce que quelquefois, il y a besoin de la déconstruire un petit peu pour alléger, pour retrouver la spontanéité, la simplicité. Et parfois, il y a besoin de reconstruire autre chose une fois que les bases sont un peu plus saines. Alors j'ai commencé cette soirée en vous disant que souvent on va vers l'hypnose pour avoir un moment de suspension de sa réalité habituelle. On a vu des façons comme ça d'exposer un petit peu ça. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur cette thématique.
qui peut être très riche. Mais là, je pense qu'on va bientôt approcher de la fin de cette suspension de la réalité. Il s'est passé des choses étranges dans cette pièce. Il y a des mains qui volaient, il y avait des émotions, il y avait des retours en arrière, il y avait des sensations un peu étranges. Je me demande toujours en fait ce qu'on pourrait garder de ça. Il me semble que quand on pratique l'hypnose au quotidien, on affine un peu la frontière entre normal et inhabituel. En fait, on finit même par trouver normal des choses qui ne sont pas du tout normales à force de faire de l'hypnose, ce qui donne un côté un peu bizarre quelquefois. Mais je trouve ça beau, en tout cas, parfois, par exemple, de regarder quelqu'un en disant « mais à quoi ressemblerait cette personne en hypnose ?» Non? Et puis parfois, si on se pose cette question-là, on peut se dire « mais en fait, cette personne est déjà en hypnose. À quoi elle ressemblerait si on la réveillait ?» Et on inverse la proposition. Voilà, pour terminer cette soirée, ce que j'aimerais vous dire, déjà, je vous disais, c'était le dernier cabinet public de l'année. Il y a eu beaucoup de choses cette année, en tout cas, et les cabinets publics vont reprendre l'année prochaine. Il y a des thématiques qu'on va sans doute explorer l'année prochaine, parce que dans l'école, on travaille sur certaines thématiques en ce moment. On travaille notamment sur les questions, toutes les notions d'attachement, donc c'est sans doute un thème que je vais reprendre dans les cabinets publics l'année prochaine, parce qu'on étudie un petit peu tout ça. C'est un thème qui est assez central en thérapie. On reviendra aussi un petit peu justement sur notre construction identitaire ou des choses comme celle-là. Donc si vous avez envie un jour de revenir explorer d'autres choses, ça sera avec plaisir. Comme d'habitude, il y aura toujours des extraits de tout ça sur la chaîne YouTube aussi, en tout cas les cabinets publics de Paris, puisqu'ils sont filmés grâce à Guillaume, qui est notre réalisateur, et grâce à qui tout ça reste dans les mémoires. Et puis pour toutes les personnes qui voudraient aller un peu plus loin, il y a évidemment la possibilité de faire des séances d'hypnose. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont bien formés à l'hypnose. Parfois, on vient à un cabinet public pour voir comment ça se passe. Évidemment, c'est un petit peu différent quand on est seul avec quelqu'un, on a plus de temps, on parle plus, mais ça peut donner en tout cas une ouverture. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui pratiquent cette discipline très très bien. Donc si c'est une envie que vous avez, je vous invite vraiment à faire l'expérience parce que c'est très beau et ça fait du bien. Pour les gens qui voudraient apprendre l'auto-hypnose, on a une plateforme qui s'appelle Psychonautes, qui est une super plateforme où il y a plein de cours, il y a des vidéos, il y a plein d'audios, plein d'accompagnements sur plein de thèmes différents. Donc j'invite à regarder un petit peu tout ça. C'est soit une application sur smartphone, soit sur navigateur aussi. Et puis ici on est dans une école. Si un jour vous avez envie d'apprendre à faire voler des mains, ça sera un grand plaisir de partager ça avec vous. En tout cas, moi ce que j'espère dans ces moments-là, c'est démystifier l'hypnose. Parce que je pense que plus on comprend comment ça fonctionne, bizarrement, plus c'est magique. Et tout ça, ça nous rappelle que, je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau est un grand magicien. Donc j'espère qu'il va vous créer des très beaux rêves ce soir aussi. Magicien, metteur en scène même souvent. Merci à tous. Très bonne soirée à vous. Merci.